Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo, toujours avec Livasco, toujours sur l'ouvrage de Robert B. Stone. C'est la dernière vidéo qu'on fait dessus. On va finir aujourd'hui les points principaux. On souhaite vraiment qu'au travers de ces vidéos-là, vous puissiez vous ouvrir l'esprit. N'hésitez pas à acheter le bouquin quand il est là ou sinon sur Amazon, etc. Édition Somme le Hameau, vos pouvoirs extrasensoriels. Je rappelle, ce que propose Robert, c'est sa vision des choses. Ce n'est pas la méthode Sylvain. On fait des rapprochements parce que vous allez vite comprendre que vous pouvez faire des choses qui vont au-delà de ce que vous avez vu pendant les 4 jours. Bien sûr, si ça vous amuse, si ça vous plaît, si ça rentre dans vos convictions, dans vos valeurs, dans vos croyances, etc. Mais ça reste, c'est pas un validé méthode Sylvain. C'est le point de vue de Robert avec ses recherches, ses croyances, etc., ses intentions. Donc, très souvent, quand on va vous parler de Robert, de Burt, c'est leur propre expertise qu'ils partagent. Nous, on les partage parce que c'était des instructeurs Sylvain qui ont été vraiment ultra influents dans la méthode, ou en tout cas hyper en contact avec José et puis avec toute la famille, et qui, sur la philosophie, ressemble quand même beaucoup à ce que nous, on met en avant, c'est-à-dire l'entraide, le partage, le développement de soi, l'apprentissage de ses capacités, de ses compétences. Mais ça reste quand même des individus et des modes de pensée qui leur sont personnels et qui sont donc annexes ou connexes à la méthode, mais qui ne sont pas la méthode. Je préfère le rappeler sur la dernière vidéo. Ça te semble juste ce que je dis? Je suis contente que tu as expliqué, justement, parce que Robert Stone, Burt Goldman, avait déjà, comme tu as dit, avait déjà maîtrisé les bases. Et à partir des bases, ils ont développé des nouvelles idées, des nouvelles techniques, des nouvelles possibilités d'appliquer des techniques déjà prises. Et je trouve que ça, c'est vraiment très sain, parce que ça montre effectivement qu'à partir des bases, il n'y a pas de limite. Et on peut développer ces techniques individuelles. Et comme tu as aussi dit, en fait, ces deux hommes aussi partager la même vision de José Sylvain, qu'on est là pour améliorer le monde, on est là pour résoudre des problèmes. Donc oui, c'est pas la méthode Sylvain exacte, c'est enseigné par des pratiquants de la méthode Sylvain et c'est comment eux, ils ont développé. Et souvenez-vous, on a eu l'interview avec Laura. Laura, elle a fait évoluer aussi la méthode de son père avec ses passions, avec son énergie, elle a bien aimé la PNL et certains aspects. Donc, c'est chouette. On est sorti un petit peu de la période méthode Silva. Vous devez faire que la méthode Silva quand c'était le sergent, là, je ne sais plus qui, le militaire qui, Alex qui disait qu'il fallait que tout soit comme ça. Genre, il y a méthode Silva que méthode Silva. Non, c'est dommage et dommageable parce que ça pourrait limite faire croire que la méthode Silva, c'est sectaire et que vous n'avez pas à faire autre chose. Non, au contraire. Les bases et après, jouer, mixer, vivre, etc. On continue. J'ai trouvé que c'était intéressant. Il appelle ça la clé de communication mentale à distance. Donc, on est globalement, on pourrait dire dans les cas. C'est un petit peu différent, mais l'idée, vous pouvez l'utiliser vraiment comme un cas si vous avez besoin de communiquer avec des personnes. Souvenez-vous, il y a une technique où c'est quand ça? Où on prend la tête de l'autre pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Oui, la technique du casque. La technique du casque. Oui. En fait, c'est fascinant. C'est double. C'est partiellement dans le sens que comment je peux savoir s'il a des problèmes dans les sens, les yeux, les oreilles, etc. Je peux pas voir ça de l'extérieur. Donc, c'est comme si, hop, je vais à l'intérieur. Mais on peut aussi utiliser ça pour se connecter justement avec les croyances, l'intention, les pensées de la personne. On peut lui poser des questions à ce moment-là. Mais c'est juste un mécanisme de concentration pour aider à se connecter. Bien sûr. Et rappelez-vous, un élément qui est important, c'est parfois les gens attendent des choses incroyables qui se passent. Alors que l'idée dans l'intuition, c'est de se dire, qu'importe ce que je vais penser et dire à ce moment-là, c'est OK. Dans le sens où vous êtes mis en condition, vous êtes allé en alpha, vous avez une intention, vous avez un objectif. Donc, ce que vous allez faire, il est conditionné. Vous avez un cadre de travail, un cadre d'intention qui est, dès que je vais mettre
le casque ou dès que je vais faire quelque chose, je me connecte à quelqu'un, mes premières idées qui viennent, je peux leur faire confiance parce que je me suis cadré, je me suis conditionné à me dire, bah, là, ce qui vient, ça, c'est acceptable comme étant une réponse potentielle. Après, vous pouvez regarder, et c'est pour ça que vous faites les cas, hein, si ce que vous avez eu spontanément a un lien réel avec le pathos, la problématique de la personne. Mais ayez toujours en tête que même si ça vous semble absurde, même si les mots, les idées, les images que vous avez vous semblent non cohérentes ou un peu absurdes ou comme souvent disent, ah, je dis n'importe quoi, mais je te le dis quand même, dites ce n'importe quoi. Tant que vous acceptez pas, vous lâchez pas prise sur une espèce de cohérence et de vous dire juste, je suis dans un exercice, ou si le mot exercice vous embête, je suis dans un jeu, et dans ce jeu-là, bah, je laisse aller tout ce qui vient dans ma tête, vous allez vous limiter à fond dans, si par exemple on fait la méthode du casque, de se dire, ah mais non, mais je vois rien. Non, mais on s'en fiche, qu'est-ce que tu vois? Bah, je sais pas, j'ai l'impression d'entendre parler de jeux vidéo, j'ai l'impression d'entendre parler de ceci, cela. Et puis après, vous pouvez poser des questions pour voir si c'est réel, si ça ne l'est pas, si ça a du sens par rapport à la technique, la problématique, etc. etc. Soyez vraiment en train d'être moins jugeant, parce que non jugeant, on n'y arrive pas, mais non jugeant, moins jugeant, pardon, avec toute cette facette de vous qui dit c'est débile, c'est stupide, ou je ne sais pas, ou je vois rien, ou il devrait y avoir quelque chose d'hyper intense. Laissez simplement cette conditionnement de vous dire, à partir du moment où je joue le jeu, tout ce qui vient dans ma tête, c'est en résonance avec le jeu que je suis en train de jouer. Donc, je peux faire confiance. Et comme on a déjà mentionné, on fait quelque chose de mécanique. Au lieu d'être là en disant, je n'ai aucune idée s'il a des problèmes de vue, on dit, mais comment est-ce que je peux savoir? Donc, je vais faire semblant que je prends sa tête. Donc, je mets ça sur le mien. Je regarde à travers ses yeux, comme si je regarde à travers les lunettes de quelqu'un d'autre. Et est-ce que j'ai une impression? Mais ça m'aide justement à faire quelque chose d'objectif pour me connecter. Et je me rappelle toujours une instructrice qui a fait une formation qui s'appelait Lara Pinto. Elle disait sans cesse pour 303, 404, c'est un mécanisme de concentration. C'est juste des choses que vous pouvez faire mentalement, physiquement avec vos mains qui vont focaliser votre concentration et vous donner accès à des idées et des réponses. C'est super pertinent parce que ça nous permet de reprendre le côté un peu tradit, entre guillemets, de la PNL ou de l'hypnose, de dire plus vous utilisez vos sens, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, plus vous rentrez dans l'expérience parce que derrière, l'expérience devient objectif / subjectif parce que vous êtes en train d'imaginer, mais vous êtes en train de le faire vivre dans un monde objectif, ce qui permet de saturer, connecter, faire revivre des émotions, des sensations que vous avez déjà vécues et dès lors rentrer dans une transe / en alpha pour obtenir des retours subconscients, c'est-à-dire mémoire à long terme, valeurs, croyances, émotions, souvenirs qui vont émerger, qui vont pouvoir se connecter pour qu'on puisse vivre une expérience complètement immersive dans ce qu'on est en train de faire à cet instant-là. Donc, c'est super malin comme façon de faire. Donc, les clés de la communication, les clés de la communication mentale à distance, c'est le silence. Alors ça, j'ai trouvé que c'était génial. Je reprends. La clé de la communication mentale à distance, c'est le silence. Amusant comme notion. Vous, en tant que métaphysicien qui réussit, vous devez connaître les 4 niveaux de base du silence. Niveau 1. Les sons de l'environnement sont étouffés comme au crépuscule. Vous appréciez d'écouter cette sorte de silence naturel. 2. Niveau 2, pardon. Le corps et l'esprit sont détendus. Les sons extérieurs ne troublent pas ce silence. Vous êtes perdu dans vos pensées et les images de votre esprit. C'est votre silence alpha. J'aime bien cette notion-là de silence. C'est pas courant d'entendre cette notion-là, ni en hypnose, ni en méthode Silva. D'ailleurs, on n'en parle jamais de silence. Je trouve que c'est hyper pertinent. Niveau 3. Le corps et l'esprit sont détendus, mais il n'y a ni visualisation, ni pensée active. On pourrait dire que c'est état, à mon avis. Le temps et l'espace s'estompent. L'inspiration pure et l'harmonie se produisent dans ce silence profond. Niveau 4. Vous avez atteint en vous le centre le plus profond où réside l'absolu. Il y a seulement une absence d'espace et une absence de temps.
Vous pouvez vous tenir sur le seuil, mais ne jamais pénétrer complètement le silence absolu. Bon, ça fait un peu penser à bêta, alpha, theta, delta. Plutôt que delta qui est supposé être inconscient, ça me fait penser à l'état SDL. Ah, le 4, tu le mettras en SDL? Ah, oui. Peut-être. Ouais. Peut-être. C'est vrai, en science absolue, c'est vrai vraiment ce qu'on peut ressentir. Ouais. J'ai trouvé que c'était intéressant. Toi, c'est la première fois que j'ai entendu, j'ai lu le livre il y a 30 ans, quoi. Mais j'ai pas lu depuis justement ces 4 niveaux. C'est intéressant, oui. T'as vu, hein, j'ai trouvé que c'était assez pertinent parce que tu vois, moi, j'ai fait pas mal de tests justement sur les sons. Moi, la nuit, j'aime bien les sons blancs. Tu sais, je dors depuis que je suis gamin avec un ventilateur, donc je dors tout le temps avec un son, tout le temps en ventilo. Et quand j'ai pas de ventilo, je mets des sons quelconque sur mon téléphone pour avoir toujours un son en continu. Et donc, depuis des années, je m'amuse à voir le niveau de sommeil que j'ai en fonction de la capacité à entendre le son ou pas. À tel point qu'il y a des moments où je suis en train de me réveiller, mais tu vois, je dois passer de peut-être θ à alpha. Et je dis, tiens, non, je suis encore en train d'être suffisamment profond parce que j'entends pas encore le son. Et je me dis souvent, tiens, bah, peut-être que mon ventilateur s'est arrêté. Mais alors, je sais que mon ventilateur s'est pas arrêté vu que je l'ai pas arrêté. Donc, je me dis, je l'entends pas, je n'entends rien. Et j'aime bien voir cette notion-là quand je m'endors. Il y a des moments où j'entends les bruits. Là, je dis, tiens, je suis en train de m'endormir, j'entends encore les sons. Puis d'un coup, je passe dans l'état d'après où je dis, tiens, je me suis endormi plus profondément parce que là, j'entends plus rien. Et j'entends vraiment plus rien. Et il y a des moments, j'en suis à me dire, quand c'est, par exemple, sur mon téléphone, je me dis, ah, ça a dû s'arrêter. Donc, je sors de mon sommeil, j'écoute mon téléphone. Dès que je recommence à entendre le son, je dis, ah non, c'est bon, en fait, c'est là, mais je n'entends plus rien. Et cette notion de silence, je le trouve très intéressant parce que je trouve que ça nous permet de capter à quel niveau d'onde cérébrale, de sommeil ou de ce que tu veux, à ce moment-là, on est. Et tu as vraiment cette notion où tu n'entends plus. Et moi, pour être quelqu'un qui m'endort n'importe où, depuis que je suis gamin, j'ai cette capacité à. Au départ, j'adore les endroits où il y a plein de monde et m'endormir où il y a plein de monde qui parle, ou tu vois, les soirées, les trucs, les machins. J'adore me poser, fermer mes yeux et me faire saturer par tous ces sons. Et en fur et à mesure, de moins en moins entendre les sons. Et je rentre vraiment dans des mondes de silence qui sont hyper apaisants alors qu'il y a plein de bruit autour. Hein. Les gens crient, il y a de la musique, etc. Mais petit à petit, je rentre dans des mondes de silence. Et c'est vrai que c'est assez rare d'entendre ou de lire des ouvrages où ils te disent que pour avoir une meilleure communication avec les autres et avec soi-même, il faut rentrer dans des phases de silence d'un monde. Une coupure, ce qu'on appelle une dissociation en hypnose, pour avoir cette qualité, cette compétence. Je trouve que c'est hyper intéressant. C'est beaucoup plus parlé dans les méditations orientales. Ouais. Mais en Occident, oui. Et les silences, pour beaucoup de gens, c'est superbe. Et c'est pas simplement le silence que j'entends par les bruits extérieurs, mais je peux aussi arrêter les bruits intérieurs. Ouais. Combien de gens ont dit justement la première fois qu'ils arrivent avec l'induction Hellman et faire disparaître les chiffres, disent enfin, silence, le petit vélo il arrête ou la petite voix intérieure arrête. Et il y a silence. Donc il y a silence par rapport au monde extérieur, mais aussi au monde intérieur. Bien sûr, ralentissement des pensées. Ce qui est logique, hein. Si on rentre sur la notion des fréquences, il y a moins de fréquences. En tout cas, les fréquences sont c'est moins intense. Autre élément, alors c'est les 5 règles pour vous aider à gagner une discussion métaphysique. Bon, alors j'aime pas trop cette notion à gagner une discussion métaphysique, mais il a précisé à plusieurs reprises que dans tous les dialogues que vous allez faire à distance avec les gens, dans toutes les notions d'influence que vous voulez avoir, il ne peut y avoir une qualité d'influence qu'à partir du moment où il y a de la proximité, de l'amour, du respect et de l'intérêt. S'il n'y a pas ces notions-là, pour lui, vous n'arriverez quasiment pas à vos résultats. Donc, quand il utilise des mots comme gagner, comme obtenir l'amour, faire revenir quelqu'un, c'est toujours s'il y a respect, amour, attention, etc., proximité. Et plus tu es à proximité, plus il y a une émotion positive d'amour de façon universelle et pas d'amour romantique, hein, plus il y a une capacité à se faire entendre, à pouvoir trouver des solutions dans ce dialogue. C'est les fameuses
visualisations que vous pouvez faire. Par exemple, avant un boulot, on avait vu dans Silva Business, à préparer notre entretien, à déjà discuter avec la personne, à déjà mettre en avant les qualités, etc. Mais n'oubliez pas, c'est pas j'influence juste pour ma petite personne. Rappelez-vous, un des éléments de base de la méthode, c'est pour moi et pour l'humanité. Donc, si c'est juste pour moi, bah non, ça ne va pas le faire. Il faut que ce soit toujours du gagnant-gagnant pour soi et pour le monde qui est autour de nous. Donc, ouais, les 5 règles. L'amour, tu vois, est la première règle qui vous aide à gagner une discussion métaphysique. Il y a 4 autres règles de base. La compréhension est une de ces règles. Plus vous comprenez la façon dont croit une personne, plus vous aurez de la chance que cette personne soit réceptive pour comprendre votre façon de croire. La raison est la 3e règle. Si une personne doit se déplacer à l'endroit où elle est, à l'endroit où vous vous trouvez, elle doit avoir de bonnes raisons. Sur un plan physique, une bonne raison pourrait être plus d'argent, plus de pouvoir, plus de bénéfices. Cependant, sur un plan métaphysique, la raison se trouve sur un plan non physique. Ici, la raison doit se trouver sur le plan mental, c'est-à-dire raisonnable. La raison ici veut dire la logique, l'équité, la justice. Le besoin est la 4e règle. Les besoins des hommes ajoutent le courant à la communication métaphysique. Le besoin le besoin fait la différence entre l'aide et le SOS. Et enfin, le dernier, l'harmonie, est le 5e élément de base pour influencer une personne de façon métaphysique. L'harmonie transcende l'amour et la compréhension. C'est la communion d'idées qui réunit 2 personnes, tout comme si c'était avec une colle métaphysique. Donc, pour lui, il y a vraiment ces différents éléments-là. Si vous n'avez pas ces éléments-là, ben, il n'y aura pas une bonne communication. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que je trouve que c'est déjà assez rare de se dire, souvent quand on pense communication vers autrui d'un point de vue subjectif, on se dit juste, je veux trouver les meilleurs moments pour discuter avec cette personne-là. Vous savez, on peut se réveiller au milieu de la nuit et commencer notre discours à ce niveau-là. Mais je trouve qu'en rajoutant ces idées-là, c'est pas mal. Amour, compréhension, raison, besoin, harmonie. Qu'est-ce que tu en penses? C'est déjà un tout petit peu impliqué, surtout la raison. Hein? On dit toujours en communication subjective, c'est pas la peine de demander à l'autre de faire quelque chose pour vous, même si c'est très gentil. Il faut qu'il y ait des bénéfices pour l'autre personne. Donc, il faut qu'il ait une raison et encore plus, il faut qu'il ait besoin. Donc, et le reste, c'est plutôt votre attitude. Plutôt que de dire, voilà ce que j'aimerais que tu fasses et tu vas avoir. On fait ça avec amour, compréhension. Et la 5e, c'était communion. C'était ça? Ouais. C'est harmonie, ouais. Harmonie. Ah oui, d'accord, oui. Mais on est dans cette idée-là, hein, pour être justement en commun et pour être dans quelque chose de juste. Et il faut se rappeler aussi qu'on fait la communication subjective, pas simplement avec les êtres humains, mais avec les animaux, les oiseaux, etc. Et là, c'est identique. Tu ne peux pas simplement exiger qu'un animal, des insectes sortent de ta maison s'ils vont mourir de faim. Donc, il faut leur donner une raison et un besoin pour sortir, quoi. Donc, ça, c'est applicable à tous les niveaux, oui. Exactement. Simplement, il faut les comprendre. Parce que si tu ne les comprends pas, tu ne peux pas voir quels sont leurs besoins. Donc, tout est lié. C'est excellent. J'aime bien ces 5 règles, oui. Ouais, c'est intéressant. Donc, pensez bien à la communication subjective. Vous l'avez appris pendant les 4 jours. Après, il y en a, ils ne l'utilisent pas beaucoup, mais n'hésitez pas, hein, dès que c'est des choses positives pour vos enfants, pour vos parents, pour les gens que vous aimez, etc., à toujours envoyer des bonnes suggestions, des bonnes choses ou des bonnes idées pour que peut-être vous connaissez quelqu'un il suffit qu'il fasse quelque chose, mais il n'ose pas se lancer. N'hésitez pas à lui envoyer régulièrement tous les bénéfices que ça sera pour lui, ce que ça lui apportera, etc., etc. Ça peut l'aider. Là encore, hein, on est toujours dans... On ne sait pas réellement, mais nous, dans le modèle de pensée qu'on a, c'est comme une prière, c'est comme quelque chose de positif. Et au pire, s'il y a une vibration positive qui arrive jusqu'à là, une fréquence qui est OK, bah, ça peut être très, très bien et ça peut amener du bon. Et lui, il peut toujours accepter ou refuser. Exactement. On peut simplement offrir.
Mais si on offre quelque chose qui est très attirant, donc il y a plus de possibilités qu'il va accepter. C'est tout. Bien sûr. Plus il a de bénéfices, mieux c'est. C'est toujours la même chose. Alors là, on est rentré un petit peu dans... vous pouvez contrôler les pensées d'autrui. Bon, pourquoi pas. Alors, il parle de sortilèges, il parle de magie, etc. Mais, donc je ne vais pas vous embêter avec ça, parce que là, je trouve qu'on rentre beaucoup dans un monde de croyances. Néanmoins, il dit un truc que j'aime bien. Je ne crois pas à l'utilisation de la magie noire. Je ne crois pas que l'on puisse influencer des gens pour leur faire faire ce qui est contre leur volonté. Je crois à la magie blanche. Je crois que l'on peut influencer la volonté des autres pour qu'ils agissent d'une façon plus positive, plus constructive, dans une direction bénéfique. Après, qu'importe que vous appeliez ça magie, pas magie, mais de façon générale dans la vie, oui, est-ce qu'on peut réellement manipuler des gens pour qu'ils fassent des choses négatives? Potentiellement, on pourrait. On le sait, hein, il y a plein de sectes, il y a plein de mouvements, même pas forcément considérés comme spirituels, religieux ou autres, mais qui vont influencer les gens pour faire du mal. Mais n'oubliez pas, c'est parce que déjà, il y a déjà on va dire, la possibilité à l'intérieur de la personne d'y aller. C'est un petit peu comme dans la guerre des étoiles Star Wars. Les gens peuvent aller dans le côté obscur de la force parce qu'ils laissent cette partie obscure que tout le monde a prendre de la place. Et si quelqu'un arrive à discuter avec cette partie obscure de nous, peut facilement nous faire des choses, mais ce n'est pas parce qu'il nous a imposé le côté obscur, c'est parce qu'on l'a tous en nous et qu'on ne l'a pas assez travaillé à un moment donné. Et c'est un peu la même chose, l'influence, quand on dit « oui, mais il a été influencé à faire des choses négatives », oui, mais derrière, qu'est-ce qu'il a fait comme travail pour ne pas faire ou être plus fort vis-à-vis de sa pulsion négative, vis-à-vis de son mal-être, son malaise, etc. C'est à ça que servent souvent les spiritualités, c'est pour ça qu'il y a des règles et des codes, à dire « vous ne faites pas ça, apprenez à faire du bon, du positif, etc. » Parce que on sait qu'on a toute cette capacité, cette tendance, c'est peut-être pas forcément le terme, mais en tout cas, ce côté obscur de nous qui peut être révélé, exacerbé, et si quelqu'un sait l'utiliser, oui, on pourrait aller vers cette notion-là. Et ça serait ça, entre guillemets, la magie noire. Par contre, j'aime bien la notion qui dit, de dire, on peut influencer aussi les gens, mais, et effectivement, ça marche toujours mieux. Et Lee l'a dit il y a 2 minutes, si on montre le bénéfice, si on montre que c'est constructif, si on montre que c'est positif pour eux, en général, l'influence qu'on a fonctionne plutôt bien. Il y a cette capacité, là encore, on n'est pas en train de la créer chez la personne. C'est ce qu'on appelle les ressources en hypnose. On est juste en train de ramener des ressources qu'il y a à l'intérieur de lui, qui prennent conscience de cette ressource pour qu'il puisse aller vers du bon, du constructif, du positif, etc. etc. Tu vois, qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que le mot magie, c'est vrai qu'il ne parle pas à tout le monde, mais je voulais lire cette notion-là parce qu'on peut avoir l'impression dans le bouquin que quand tu as un type qui est « vous pouvez contrôler la pensée d'autrui », on pourrait se dire c'est moyen. Mais je trouve que cette petite phrase-là, sur la notion d'influence, donne une notion plus positive par rapport à cette expérience, ou en tout cas ce qu'il propose. Ouais. Hop. Alors, donc là, c'est comment utiliser votre pouvoir métaphysique, plan d'action métaphysique pour dissoudre les blocages dans la prise de décision. Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Ça peut aider pas mal de gens. Alors, vous savez très bien que pour les prises de décision, vous pouvez faire le verre d'eau, vous pouvez faire les rêves, vous pouvez parler à vos conseillers. Bon, il y a pas mal de techniques que vous pouvez faire. Là, j'ai bien aimé, c'est très simple. Ça reprend des choses qu'on connaît un peu chez Silva. Relaxez-vous profondément, mentalement, pour vous-même, définissez le problème. Donc là, on pourrait imaginer simplement les miroirs. Mentalement, dites clairement à votre subconscient, je voudrais maintenant savoir quelle est la cause principale de ce problème. N'oubliez pas, miroir bleu, c'est là où vous voyez, vous étudiez, vous travaillez sur la problématique. Laissez votre esprit glisser dans un rêve éveillé, une façon de se souvenir. Si une expérience qui semble pertinente vous vient à l'esprit, laissez-la s'exprimer. Et là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. J'aime bien quand il le précise. Si une expérience qui vous semble pertinente vous vient à l'esprit, laissez-la s'exprimer. C'est ces fameuses idées qui viennent, qui peuvent vous paraître un peu folles ou qui peuvent ne pas avoir de sens et qui pourtant, par rapport à votre problématique, même si ça n'a pas la forme que vous attendez, peut être très pertinente en termes de réponse. Terminez votre relaxation en repensant aux expériences que vous venez de vivre. Est-ce que vous pouvez voir un lien de cause à effet avec le problème? Et j'aime bien aussi cette notion, à la fin de votre
méditation, vous dire, OK, là, est-ce que ce que j'ai pensé, ce que j'ai construit dans mon labo avec mes conseillers ou avec les différentes choses a du sens? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'il y a un lien que je peux faire avec ma problématique et donc les solutions que je peux apporter? N'oubliez pas, la méthode a pour but de vous permettre de solutionner. Je trouve que c'est bien cet auto-questionnement de se dire, est-ce que ça a du sens? Et pas simplement prendre toute l'info et dire, bon, j'ai fait quelque chose, ça marchera. Peut-être pas, peut-être qu'en fait, là-dessus, ça n'avait pas vraiment de sens et tu t'es juste nourri de quelque chose sans prendre le temps. Et ce côté de rationaliser un petit peu, je trouve que c'est assez bien. Je ne sais pas comment tu le perçois, toi. Ça donne encore une raison pour ne pas négliger le miroir bleu. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais je sais très bien quel est le problème, pourquoi je ne peux pas simplement visualiser ce que je veux. Mais sans savoir vraiment quelle est la vraie nature du problème, comment est-ce que tu peux savoir ce que tu veux vraiment? Parce qu'il se peut que tu crois que tu le veux et en fait, ce n'est pas du tout ça. Et c'était simplement une façon de sortir du problème, mais tu n'as pas compris le problème. Donc, non, je trouve, on revient toujours sur les choses vraiment simples dans le cours de base qui ont tellement de niveaux et de richesse, c'est extraordinaire. Moi, je trouve que, tu vois, moi, j'utilise plus j'utilise plus, non, plus et pas juste, mais je passe énormément de temps avec mon miroir bleu. Moi, quand j'ai un problème, j'aime bien le poser. Et en fait, pour moi, la notion du miroir bleu, c'est vraiment me dire, OK, prends ton temps. Qu'est-ce que tu n'as pas vu? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'est-ce qu'il y a encore que tu pourrais mettre et te dire, un peu comme quand on fait, comme dans les séries ou dans les films, quand il y a les enquêteurs qui mettent des liens entre les différents suspects, les personnes qu'ils ont vues. Bah, pour moi, le miroir bleu, c'est un peu ça. C'est un miroir oui, dans la salle de détective où on a toutes les photos, les lignes, les points de question. Tu fais Exactement. ça, tu analyses le problème. Exactement. Moi, je prends vraiment le temps. Toi, le miroir bleu, c'est le moment où je me dis, je pose ce qui ne va pas, mais le poser, il faut que je le décrive, il faut que ce soit clair avec ce qui ne va pas. Parce que parfois, juste en détaillant, je me rends compte que déjà, je commence à me dire, mais attends, le problème, ce n'est pas vraiment ce point-là, ce n'est pas ce point-là, c'est ce point-là. Et rien qu'en le décrivant, se dire, OK, d'accord, mais ma visualisation, si je l'avais fait de manière grossière sur mon problème, je serais peut-être passé à côté parce que ce n'est pas ça le vrai problème. J'aurais eu la réponse que j'aimerais, mais pas forcément toucher exactement ce qui me pose problème. Et tu vois, c'est ça que j'aime bien dans le miroir bleu. Je trouve que si on prend du temps pour le travailler, et on peut même le travailler, moi, il y a des moments, je me mets en alpha, je me prends une feuille de papier et je note tous les éléments, comme si j'étais en train d'enquêter et faire les liens en me posant des questions, etc. Et après, quand je sais que je suis OK à bien savoir et bien déterminer ce qui est mon problème, je referme les yeux et là, je vais juste sur les éléments que je veux construire, développer, faire avancer, etc., etc. Créer quelque chose de constructif. Donc, je trouve que c'est des éléments ce côté à ramener au rationnel et pas simplement rester sur de l'alpha, mais ramener aussi sur le côté très objectif, très rationnel à quelque chose de très bon. Donc, on a bientôt fini deux. De toute façon, on n'en a plus que deux. Un des points que j'avais trouvé sympa, donc on connaît pas mal en hypnose, mais je trouve que c'est chouette qu'il le propose. C'est ce qu'il appelle pour obtenir des réponses instantanées de votre corps. Alors, pour les personnes qui font de l'hypnose, vous connaissez les signaux idéomoteurs. Souvent, on dit l'index, c'est oui, et le majeur, c'est non. Après, ça peut être le pouce d'un côté, de l'autre, qu'importe. Là, lui, il propose quelque chose de tout bête, c'est de vous programmer à dire, d'un côté, d'une bascule d'un côté, c'est oui, d'une bascule de l'autre côté, c'est non. Et donc, habituez votre corps, quand vous avez des questions, à vous dire, voilà, est-ce que je veux plutôt, je sais pas, manger du poisson, manger du poisson, oui, non. Tac, non. Manger de la viande, oui, ok, bon, ou inversement. Et commencez à vous amuser à faire ça, à conditionner comme ça quand vous avez des réponses qui doivent arriver rapidement. Est-ce que je vais à droite ou à gauche? Est-ce que je l'appelle ou pas? Est-ce que je fais tel ou tel truc? Juste faire confiance à votre signal idéomoteur pour avoir une réponse qui est un petit peu plus physiologique que mentale. Et je trouve que c'est sympa qu'il le partage dans l'ouvrage. Il n'y a pas ça dans la méthode à aucun niveau. On n'utilise pas les signaux idéomoteurs. On utilise juste. Attends, il y a encore dans le ultra qu'on a une prise de décision, on met les deux possibilités, déconnecte, et on fait vite dans l'esprit, et puis c'est la première chose qui arrive. Mais ça, c'est pas tellement, ça, c'est pas vraiment le corps, mais c'est quand même déconnecter le mental. Mais il y a un autre moment, laisse-moi. Ah oui, quand j'ai fait le Ultimate avec José,
là, justement, on a joué avec le pendule, les baguettes, toutes les choses qui sont faites. Franchement, c'est ce signaling, mais avec quelque chose qui est une extension du corps. Bien Donc, sûr. c'est encore plus impressionnant quand on voit un pendule ou une baguette qui bouge, mais en fait, c'est une extension du signaling. Complètement, c'est ça. Bah, tu sais, là, le bouquin qu'on avait bossé la dernière fois là, de Chic, c'est Le Cron. Tu sais que c'est Le Cron qui avait développé le travail des signalings. Et en fait, il l'avait développé au travers du pendule de chevreuil, là, celui qu'on apprend en hypnose NGH, le classique. Hein. Et en fait, il avait dit à la place de prendre un pendule à chaque fois, qui était un petit peu l'image de l'hypno, il disait on peut faire la même chose, mais avec nos doigts. Et c'est là où il a inventé oui-non classique, sauf qu'il n'a pas fait que oui-non. Il a fait oui-non, je ne sais pas, je m'en fiche. C'est sympa, c'est exactement exact. Et tu vois, nous, on a toujours appris que les signaux idéomoteurs, c'est oui-non. Genre, hein, oui, non. Okay. Non, quelquefois, moi, j'inclus aussi, je ne sais pas, mais je m'en fiche, c'est bien. Et j'ai trouvé ça génial. Et en fait, on a les 4 directions de base du pendule. Et j'avais trouvé ça super, tu vois. Et moi qui n'aime pas trop les gestes idéomoteurs, moi, j'ai recommencé à les travailler avec les je m'en fiche. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses où en fait je me pose des questions et j'ai mon geste idéomoteur qui dit je m'en fous. Je m'en fous. Et j'aime bien cette notion-là. Et le je sais pas, il est pas mal aussi. Parce que le je sais pas, il nous dit à nous-mêmes, non, il y a des choses en moi-même que je ne sais pas. Point. Et c'est hyper apaisant. Parce que tu sais, on a toujours l'impression de est-ce que tu veux ceci ou cela? Et d'un coup, ton corps, il dit j'en sais rien. Et c'est à moi de décider. Et ce coup-ci, je n'ai pas à me dire mon subconscient, c'est non, c'est mon conscient qui doit décider. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Toute dernière chose, parce que là, on arrive à la fin, les 12 lois cosmiques que le métaphysicien doit connaître. Je ne vais pas tous les lire, mais c'est juste pour vous dire un petit peu l'idée qu'il avait. Loi d'analogie, il y a similitude, mais absence d'identité. Loi de l'ordre, quand esprit est ordonné dans ses pensées, il est en accord avec sa source. Loi de liberté, nous jouissons de la même liberté que celle que nous donnons. Loi d'entente, l'humanité peut être comparée à un immense orchestre qui s'efforce de produire un semblant d'harmonie. Loi d'attraction, aussi vaste que soit la diversité des individus, il attire tous les uns les autres, programment leur unité à travers une invisible poignée de main. Loi d'équilibre, le parfait équilibre de l'univers est un défi pour l'homme. Trouver l'équilibre entre la satisfaction des besoins du corps, du cerveau et de l'esprit ajusté en fonction des nombreuses polarités. Loi de création, c'est ce qui permet la transformation en une forme manifestée de ce qui existait précédemment à l'état invisible, subjectif-objectif. Loi de continuité, c'est ce qu'on appelle l'évolution. Loi de compensation, il y a une loi derrière le cause à effet. Loi de circulation, l'univers est en perpétuel mouvement. Loi de vibration, toute chose prend naissance dans la conscience universelle et devient manifeste par la vibration d'énergie. Et enfin, loi de résilience, l'échelle majestueux est souvent moins majestueux sous un vent violent que le souple saule. La résilience en action, c'est mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire. Je trouve que c'est sympa. On pourra peut-être revenir dessus parce que ça, je pense qu'il y a des choses à. Il y a quelques liens là au sept principes de Kybalion aussi. Exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est très proche du Kybalion. C'est quelle page? C'est C'est page 298 sur le français, sur celui en français. 298. D'accord. Et ok, je vais regarder ça de nouveau. Ouais. Oui, merci. Au top. Bon. Alors voilà, on en a fini. On reviendra peut-être sur ces points-là avec lui la prochaine fois. On passera sur un autre ouvrage de José. Et j'aimerais bien aussi, il y en a un ou deux avec Burt et José qui me plaisent bien, qu'on va un peu vous en parler. Toujours dans cette idée-là, que vous ayez à vous ouvrir par rapport aux possibilités de la méthode. N'hésitez pas à revenir à vos bases, répétez vos bases, amusez-vous avec vos bases, amusez-vous. Je continue à préciser, amusez-vous, prenez du plaisir dans tout ça, à aller en alpha, d'y aller plusieurs fois par jour. Amusez-vous, faites vraiment plein de tests et quand ça ne fonctionne pas, tranquille, vous ne mettez pas la pression. Si ça ne marche pas aujourd'hui, retestez demain. Et puis si ça ne va pas, n'hésitez pas à contacter un instructeur, à dire peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, que je ne fais pas bien. Et il vous expliquera, ce n'est pas un problème. Ou d'autres copains Sylva qui, eux, peut-être ont des résultats. Jouez, prenez plaisir par rapport à tout ça. Je trouve que le bouquin de Robert, il est bien pour jouer. Il est bien pour s'amuser, il est bien pour s'ouvrir l'esprit et se dire tiens, je peux faire des choses que je n'avais pas pensé. Donc n'hésitez pas.
il y a plein de choses. Est-ce que tu as des choses à rajouter, à partager, Lee? Non, non, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis très contente qu'on continue nos sessions. Il y a toujours des nouveautés à découvrir. Exactement. Et on vous rappelle, il y a donc l'Ultra qui a lieu donc dans 15 jours. Hop, je vous redonne exactement la date. 10, 11 juin. Samedi 10 et 11 juin. Campanile Portes d'Italie. Et bien sûr, c'est aussi pour ceux qui répètent le cours que pour les nouveaux. Mais le seul prérequis, c'est qu'il faut avoir fait le séminaire de base quand même. Exactement. N'oubliez pas, c'est Marietta qui va donner le cours. Donc, ça permet aussi de rencontrer des personnes qui sont dans la méthode depuis longtemps. Il y a beaucoup d'inscrits là pour l'instant? Oui, et ça continue tous les jours à ajouter. Donc, oui, on aura un bon cours. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Encore complet, mais ne laissez pas ça pour la dernière minute quand même. C'est ça, parce que la dernière fois que l'Ultra, n'oubliez pas, Lee, elle le fait pas directement, elle fait toujours venir quelqu'un. Donc, en général, c'était tous les 2 ans, c'était en alternatif. Mais depuis Covid, c'est un peu plus compliqué. Donc là, il n'y a pas eu depuis 4 ans au moins. Donc, bon, pour ceux qui ont envie de découvrir, c'est sympa. Ça vous donnera d'autres outils à jouer avec. Et puis, ça vous permettra de revoir d'autres Sylva, de vous amuser, etc. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Ciao, ciao.